Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance intitulée « Gestion de l'impact des traitements du cancer de la prostate sur la fonction sexuelle et l'intimité ». Cette présentation porte sur la gestion de l'impact des traitements du cancer de la prostate sur la fonction sexuelle et l'intimité. Cependant, cette présentation peut également concerner les patients atteints du cancer de la vessie. Nous savons que cette période peut être marquée par de nombreux changements et défis, qu'ils soient émotionnels, physiques ou psychologiques. Nous espérons partager avec vous aujourd'hui des connaissances qui vous aideront à prendre en main votre expérience du cancer. Avant de commencer sur la présentation, j'aimerais vous donner quelques renseignements généraux sur le programme PCSC. Le programme PCSC, établi en janvier 2013, est principalement financé par des dons philanthropiques. Nous sommes toutefois extrêmement reconnaissants du soutien généreux que nous avons reçu des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le passé. Le programme PCSC propose des sessions d'éducation et des rendez-vous cliniques pour mieux comprendre les besoins et les stratégies de traitement des survivants du cancer de la prostate et de leurs partenaires. Voici les différents modules que nous proposons. Ils sont tous proposés soit en personne, soit par le biais de programmes en ligne, en direct. La plupart de ces sessions d'éducation sont proposées chaque mois et comportent un rendez-vous clinique. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos rendez-vous individuels ou nos sessions d'éducation, veuillez communiquer avec notre coordinatrice du programme. Aujourd'hui, nous commencerons par discuter des services que nous pouvons offrir dans la clinique de santé sexuelle. Nous présenterons les concepts de sexualité et d'intimité, ce qu'est un fonctionnement sexuel normal, et enfin, nous discuterons de l'impact que le traitement du cancer de la prostate peut avoir sur votre fonction sexuelle et certaines approches de gestion. Nous allons passer en revue un grand nombre d'informations dans cette présentation, et le degré de pertinence dépendra du stade auquel vous vous trouvez dans votre expérience du cancer. Dans la clinique de santé sexuelle, notre objectif est de fournir une éducation, des soins de soutien, une thérapie médicale et chirurgicale afin d'améliorer votre fonctionnement sexuel, votre intimité et votre qualité de vie en général. Notre programme est situé à Vancouver, mais nous desservons des personnes de toute la Colombie-Britannique. Notre médecin en chef est le Dr. Ryan Flanagan, à Vancouver. Et sur cette diapositive, vous pouvez voir nos responsables administratifs pour le programme. Il existe différentes façons d'accéder aux soins. Notre clinique de santé sexuelle offre des rendez-vous individuels avec un clinicien en santé sexuelle pour les patients et leurs partenaires, afin de discuter de l'impact du traitement sur le fonctionnement sexuel et l'intimité. Cette présentation contient beaucoup d'informations et elle est très brève et générale. Il est donc recommandé de s'inscrire à la clinique pour bénéficier d'un plan de soins plus personnalisé. La Share Clinic, en ligne, qui signifie Sexual Health and Rehabilitation e-Clinic, clinique électronique de santé sexuelle et de réadaptation, a été conçue pour les personnes atteintes d'un cancer de la prostate. Il s'agit d'un cours en ligne où vous pouvez accéder à des modules éducatifs. C'est une bonne option si vous préférez apprendre à votre propre rythme. Vous aurez besoin d'un code d'accès pour accéder à ce programme qui peut être obtenu par le biais de notre programme. Il s'agit en fait d'un échantillon du e-Clinic. Sur le côté gauche se trouve le tableau de bord du patient où vous pouvez accéder à diverses ressources, telles qu'un plan de soins, un plan de mieux-être. Vous pouvez établir un calendrier avec des listes de tâches, suivre tous les symptômes que vous pourriez avoir, et vous pouvez inclure un cercle de soins si vous avez un partenaire. Voici un exemple du patient Georges, parlant à un conseiller en santé en utilisant la messagerie instantanée en bas à droite. Il se trouve que je suis le conseiller en santé pour la Colombie-Britannique et que je peux vous aider à naviguer sur la plateforme Share Clinic. Vous avez probablement entendu dire que le traitement du cancer de la prostate ou de la vessie peut affecter votre fonction érectile. Cela peut avoir un impact sur votre fonctionnement sexuel, sur la façon dont vous vous sentez en tant que personne sexuelle et sur l'intimité avec votre partenaire. Aujourd'hui, nous allons commencer par mettre en perspective des informations sur l'intimité et le fonctionnement sexuel. Une grande partie de l'information semble être propre à la relation avec partenaire. Mais l'information peut aussi s'appliquer à vous si vous êtes célibataire et si vous souhaitez trouver un nouveau partenaire. Examinons de plus près la sexualité, car elle comporte de nombreux éléments. L'activité sexuelle est quelque chose que nous faisons, et la sexualité est l'essence de ce que nous sommes en tant qu'individus uniques. C'est la façon dont nous nous exprimons, ce qui nous apporte de la joie et du plaisir. Elle comprend tous les sentiments, les attitudes et les comportements qui contribuent à l'image qu'une personne a d'elle-même. Ce que vous voyez devant vous est une roue de la sexualité.
Elle montre la diversité de votre sexualité, y compris des éléments biologiques, psychologiques et des influences sociales. Il est important d'être conscient de ces composantes et de la manière dont elles peuvent être affectées par votre expérience du cancer. Cette prise de conscience vous aidera dans le processus d'adaptation sexuelle, dont je parlerai plus en détail dans la suite de cette présentation. Nos valeurs et nos croyances en matière de sexualité peuvent être influencées par les mythes sociétaux. Explorons quelques mythes de notre société dont nous avons tous entendu parler. Les personnes ayant des problèmes de santé ne sont pas intéressées par l'activité sexuelle. Les gens ont toujours envie de faire l'amour même s'ils ont des problèmes de santé. L'orgasme masculin nécessite une érection. C'est un mythe très courant. Même avec un pénis mou, il est possible d'atteindre l'orgasme. Le sexe est pour les jeunes. Certainement, pas vrai. De nombreuses personnes sont sexuellement actives jusqu'à la fin de leur vie. L'activité sexuelle exige l'orgasme. Vous pouvez toujours avoir de bonnes relations sexuelles sans orgasme, car elles restent agréables et plaisantes. Et bien sûr, l'éducation sexuelle ne sert qu'à prévenir les maladies. Non. Nous pensons généralement que l'éducation sexuelle ne concerne que les maladies sexuellement transmissibles. En fait, l'éducation sexuelle a de nombreuses raisons d'être, y compris la compréhension de la dysfonction sexuelle ou même l'apprentissage de nouvelles façons d'être sexuel. Les rapports sexuels doivent être spontanés, sans planification ni discussion. Non. Parfois, l'activité sexuelle doit être planifiée, en particulier lors de l'utilisation de certains dispositifs dont nous parlerons plus tard. Le terme « sexe » désigne les rapports sexuels. Il existe de nombreuses façons de définir le sexe. Il peut s'agir de sexe oral, d'attouchement, d'autostimulation, etc. De nombreuses options sont disponibles. Les hommes doivent prendre l'initiative des activités sexuelles, ce n'est pas vrai. Tout le monde peut prendre l'initiative d'activités sexuelles. Cela ne doit pas seulement venir de l'homme. Lorsque vous examinez vos propres valeurs et croyances, il est important de savoir si elles sont influencées par ces mythes. Si c'est le cas, et que vous commencez à constater des changements au niveau de la santé ou de la fonction sexuelle, c'est là que nous rencontrons des problèmes, car cela peut constituer un obstacle à l'exploration de nouvelles possibilités. Ensuite, je vais parler de l'intimité. L'intimité est un terme générique qui désigne la relation personnelle, affectueuse ou amoureuse avec une autre personne. C'est cette proximité que l'on ressent avec quelqu'un. L'intimité comporte de multiples dimensions, et il est puissant de partager son intimité avec une autre personne. Lors d'un atelier, nous avons identifié plus de 40 types d'intimité qu'un couple pouvait partager. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 4 intimités principales. La première est l'intimité intellectuelle. C'est la riche rencontre des esprits. Il s'agit de vos intérêts, de vos pensées, de vos idées et de vos liens avec les valeurs. Ensuite, nous avons l'intimité expérientielle. Il s'agit de la proximité dans les activités, de ce que vous faites ensemble et que vous aimez. Ensuite, nous avons l'intimité sexuelle, c'est-à-dire les pratiques de la relation sexuelle avec un partenaire. Enfin, nous avons l'intimité émotionnelle, qui est la manière dont vous vous soutenez mutuellement, dont vous êtes vulnérables ensemble et dont vous vous sentez proche et confiant. Pour certains, il peut également y avoir une intimité spirituelle. Il existe de nombreuses façons d'être intime avec son partenaire, et il est important de communiquer sur les dimensions de l'intimité qui sont importantes pour vous et sur la façon de maintenir cette proximité tout au long de votre relation. Vous remarquerez que chaque bulle de l'image est équilibrée et qu'ils ont tous la même taille. En réalité, il se peut que certaines de ces bulles soient de tailles différentes en fonction de ce qui est important ou pertinent dans votre vie. Par exemple, la bulle émotionnelle peut être plus importante dans votre relation que la bulle sexuelle et c'est normal. C'est à vous de décider comment partager votre intimité avec quelqu'un. Maintenant, examinons ce qu'est la fonction sexuelle normale. Nous allons examiner le cycle de réponse sexuelle. La plupart des gens commencent par éprouver du désir sexuel et de l'excitation, c'est-à-dire qu'ils deviennent sexuellement excités. Une érection peut alors se produire, bien qu'elle ne soit pas forcément nécessaire. Après l'érection, vous pouvez atteindre l'orgasme ou le plaisir culminant, qui s'accompagne généralement d'une éjaculation, c'est-à-dire d'un écoulement de liquide. Je voudrais souligner ici que l'orgasme et l'éjaculation sont des processus différents. L'orgasme est la sensation agréable, généralement obtenue après une stimulation sexuelle, tandis que l'éjaculation implique le mouvement du sperme hors du pénis. La prostate et les vésicules séminales produisent 90% du liquide présent dans le sperme. Lorsque la prostate et les vésicules séminales sont enlevées ou endommagées, la quantité de liquide est alors affectée. Enfin, vous entrez dans la phase de résolution et de réfraction où le pénis devient flasque ou ramolli et où un autre orgasme ou une autre érection n'est pas possible pour une certaine période de temps.
La phase de récupération augmente avec l'âge. De nombreux facteurs peuvent affecter chacun de ces processus et chaque processus peut avoir un impact direct sur un autre. Voici quelques facteurs qui peuvent affecter le cycle de réponse sexuelle. Les facteurs liés au mode de vie peuvent inclure l'alimentation, l'exercice physique, la consommation excessive d'alcool ou de drogue et les habitudes de sommeil. Les facteurs psychologiques ou émotionnels peuvent inclure l'anxiété, la dépression ou le stress. Les médicaments et les problèmes médicaux peuvent inclure le diabète, la douleur chronique ou l'hypertension. En outre, certaines personnes ne se rendent pas compte que des médicaments tels que les hormones ou les antidépresseurs peuvent avoir un impact sur le cycle de la réponse sexuelle, en particulier sur la partie excitante. Si cela vous inquiète, parlez-en à votre médecin car il pourrait y avoir d'autres médicaments. La dysfonction sexuelle peut inclure toute préoccupation ou perturbation de votre santé sexuelle de base. L'âge est également un facteur, car de nombreuses personnes voient leur fonction sexuelle se modifier avec l'âge. Et bien sûr, le traitement du cancer peut également avoir un impact important. Par exemple, une lésion des nerfs caverneux qui ont un impact sur la fonction érectile. Prenons maintenant le temps de parler du fonctionnement de l'érection. Les érections surviennent à la suite d'une pensée sexuelle, d'un contact sexuel ou pendant le sommeil. Toutes les formes d'érection nécessitent la transmission d'un signal de la moelle épinière au pénis par l'intermédiaire d'un nerf important appelé nerf caverneux. Le nerf envoie des signaux aux vaisseaux sanguins pour leur demander de se détendre et de laisser passer plus de sang dans le pénis. Vous pouvez voir sur la photo de la section transversale du pénis deux structures qui ressemblent à des tubes, qui sont des corps érectiles, connus sous le nom de corps caverneux. À l'intérieur des corps érectiles, il y a de minuscules espaces, un peu comme une éponge ou du fromage suisse. Lorsque le muscle lisse de ces minuscules cavités se détend, les cavités se dilatent et permettent au sang d'affluer, formant ainsi une érection. Un autre point important, les hommes ont normalement ce que l'on appelle des érections nocturnes, c'est-à-dire qu'ils ont entre 3 et 6 érections spontanées par nuit. La plupart des gens n'en sont pas conscients, à moins qu'ils ne se réveillent et ne remarquent une érection matinale. C'est le moyen naturel du pénis de s'entraîner, en fournissant du sang riche en oxygène au tissu pour qu'il reste en bonne santé. Si vous n'avez pas d'érection sexuelle ou si vous ne remarquez pas d'érection nocturne, il se peut que vous deviez faire de la rééducation ou de l'optimisation pénienne pour maintenir la circulation sanguine. Nous reviendrons plus en détail sur la façon de maintenir votre pénis en bonne santé dans la suite de cette présentation. Le traitement du cancer de la prostate ou le traitement du cancer de la vessie peut causer une dysfonction érectile. Cela peut se produire dans 3 processus. Les nerfs qui contribuent à l'érection peuvent être endommagés. Le muscle du pénis peut devenir fibreux ou moins sain avec le temps. Les artères qui amènent le sang dans le pénis sont endommagées, ce qui empêche le pénis de recevoir un flux sanguin adéquat. Examinons ces derniers plus en détail. Je vais d'abord parler des lésions nerveuses. Les nerfs qui jouent un rôle important dans l'érection sont représentés ici en jaune. Ils sont appelés nerfs caverneux. Ils partent de la moelle épinière et descendent en arrière de la vessie, s'enroulent autour de la prostate et pénètrent dans le pénis. Les nerfs caverneux sont très proches de la prostate. Essentiellement, une couche de cellules. C'est pourquoi tout traitement du cancer de la prostate ou de la vessie peut endommager ces nerfs. Examinons de plus près les différents traitements du cancer et leur incidence sur les nerfs. Chirurgie. Bien que l'objectif principal soit d'enlever le cancer, le chirurgien essaiera s'il le peut de préserver les nerfs caverneux. On appelle cela une chirurgie de préservation des nerfs. Il n'est cependant pas toujours possible de préserver les nerfs, selon les caractéristiques du cancer. Vous pouvez également avoir des problèmes de dysfonction érectile, même si les nerfs sont préservés. Les nerfs sont très sensibles et peuvent entrer dans une phase de choc appelée neuropraxie. Dans cette phase de choc, ils ne fonctionnent plus. Il faut parfois 2 à 4 ans pour que les nerfs guérissent et sortent de cette phase de choc. C'est votre corps qui décidera, en dernier ressort, de la manière dont il va se rétablir. Ensuite, je vais parler de la radiothérapie. La radiation élimine les cellules cancéreuses en les détruisant directement ou en endommageant leur ADN. Pour la radiation externe, la zone rouge correspond à la prostate qui reçoit la plus forte dose de radiation. La zone verte, qui comprend les nerfs caverneux, reçoit une dose de radiation plus faible, environ 40% de la dose. D'autres zones du pelvis seront touchées, notamment la vessie et le rectum, ce qui explique que de nombreux patients présentent d'autres effets secondaires pendant la radiothérapie. La curie-thérapie consiste à placer des reins radioactifs directement dans ou à proximité de la tumeur à l'aide d'aiguilles, de fils ou de cathéters afin de détruire les cellules cancéreuses.
La région environnante peut être affectée, y compris les nerfs. Le traitement du cancer de la prostate peut rendre le muscle du pénis plus fibreux et moins sain au fil du temps. Le muscle pénien est entouré d'une gaine de tissu appelée tunique. Vous pouvez considérer cela comme du film rétractable, et normalement, lorsque le pénis se remplit de sang, le muscle se dilate et ferme les vaisseaux sanguins contre la tunique. Cela permet de maintenir le sang dans le pénis pour maintenir une érection. Si le tissu devient plus fibreux, il n'aura plus la capacité de se dilater contre la tunique, ce qui empêche le sang de rester dans le pénis. Et c'est ce que nous appelons une fuite veineuse. Imaginez que vous fassiez une balade à vélo et que vous deviez gonfler le pneu de votre bicyclette. Si la valve n'est pas correctement fermée, quelle que soit la quantité que vous pompez dans le pneu, l'air ne restera pas à l'intérieur et le pneu sera mou. C'est la même chose pour les fuites veineuses. Il se peut que la circulation dans le pénis soit bonne. Cependant, s'il n'est pas possible de bloquer les veines, le sang retournera dans le corps provoquant un pénis flasque ou mou. Enfin, je parlerai de l'insuffisance de l'afflux artériel. Pour former une érection rigide, vous devez avoir une bonne circulation sanguine dans votre pénis. Le traitement du cancer de la prostate peut endommager les vaisseaux sanguins à l'intérieur du pénis. Cela peut limiter l'afflux de sang dans le pénis et provoquer une dysfonction érectile. Si cela se produit, vous pouvez avoir besoin d'un traitement pour que le pénis reçoive suffisamment de sang pour rester en bonne santé. Le flux artériel altéré peut être réversible selon le traitement et les lésions. Je vais maintenant passer en revue les changements qui peuvent survenir après le traitement du cancer de la prostate. Certains patients commenceront par une surveillance active ou une attente vigilante, dans le cadre de laquelle le médecin décidera de surveiller le cancer sans traitement. Ce traitement est destiné aux hommes atteints d'un cancer de la prostate à risque intermédiaire ou faible. Il n'y a généralement pas trop d'effets secondaires car il n'y a pas de traitement. Par conséquent, si des effets secondaires apparaissent, ils sont généralement dus à l'anxiété ou à d'autres facteurs psychologiques. La libido peut diminuer en raison du stress ou de l'anxiété. Des troubles de l'érection peuvent survenir, ainsi que des modifications potentielles de l'orgasme dues au stress ou à l'anxiété. Il n'y a pas de changement à l'éjaculation. Il n'y a pas de raccourcissement du pénis. Pas de problèmes urinaires, pas de problèmes intestinaux, ni d'autres changements. Dans le cas d'une prostatectomie, l'apparition est immédiate, car les nerfs sont touchés soit par l'ablation, soit par le choc. La libido n'est pas directement affectée, sauf en cas de stress. La dysfonction érectile peut être immédiate. La plupart des gens en font l'expérience pendant au moins 6 mois, mais la réparation peut prendre jusqu'à 2 ou 4 ans. En ce qui concerne l'orgasme, 40% des hommes estiment que l'orgasme est identique après l'opération. 40% diront que c'est différent, et 20% diront que c'est mieux. En effet, certains hommes ont appris le secret des femmes et sont devenus multi-orgasmiques. Environ 50% d'entre eux éprouvent des douleurs lors de l'orgasme, qui sont généralement temporaires et peuvent être dues à des spasmes musculaires. La douleur diminue généralement au cours de la première année. Dans le cas de l'éjaculation, il n'y a pas d'éjaculation car la prostate et les vésicules séminales ont été enlevées. Les hommes font état d'expériences différentes en matière d'orgasme sec. Certains décrivent un orgasme plus intense, tandis que d'autres estiment que l'orgasme n'est pas aussi agréable. Les glandes de Cooper ne sont pas affectées par l'opération. C'est pourquoi vous pourrez remarquer la présence de liquide pré-éjaculatoire qui est toujours présent. Raccourcissement du pénis. De nombreux hommes signalent un raccourcissement et un rétrécissement du pénis après l'intervention chirurgicale. Plusieurs facteurs peuvent y contribuer, notamment la formation de tissus cicatriciels, la reconnexion de l'urètre à la vessie et l'endommagement ou l'interruption de l'irrigation sanguine des nerfs. Les raisons du raccourcissement et du rétrécissement du pénis ne sont pas entièrement comprises, mais la longueur peut être rétablie généralement de 1,5 à 2 ans. Avec l'urine, il peut y avoir un liquide plus mince présent avec l'orgasme après la chirurgie. C'est ce que l'on appelle la climacturie, ou l'émission d'urine au moment de la jouissance ou de l'orgasme. L'urine est considérée comme stérile, elle est propre. Et tant que vous n'avez pas d'infection, il n'y a pas de danger pour votre partenaire si l'urine pénètre dans ou sur elle, lui. La climacturie s'améliore habituellement dans les 6 premiers mois après le traitement. S'il n'y a pas d'amélioration ou si vous avez des questions ou des préoccupations, assistez à notre présentation du module 5, intitulée « La physiothérapie du plancher pelvien pour les problèmes de vessie et d'intestin ». Il n'y a pas non plus de problèmes intestinaux ou autres. La prochaine étape est la radiothérapie. Il s'agit de la radiothérapie externe qui utilise un accélérateur linéaire et des rayons X pour détruire les cellules cancéreuses et de la curithérapie
qui consiste à insérer des petits grains radioactifs dans la prostate. Au début, pour la radiothérapie externe, il y a des changements érectiles minimes immédiatement après le traitement. Mais pour la curithérapie, il peut y avoir des changements immédiats dus à l'irritation causée par la procédure. La libido n'est généralement pas diminuée, sauf si vous devez suivre une thérapie de privation androgénique. En ce qui concerne la dysfonction érectile liée à la radiothérapie externe, des modifications de l'érection sont généralement observées entre 1 et 3 ans après le traitement. Pour la curithérapie, après le déclin initial, il peut y avoir une amélioration de la fonction au cours des 6 à 12 mois suivants, puis un déclin. Concernant l'orgasme, vous pouvez avoir une douleur à court terme avec l'orgasme ou la difficulté d'atteindre l'orgasme. L'éjaculation est parfois diminuée, ou il peut y avoir une éjaculation sèche, ou encore du sang dans l'éjaculation si vous avez subi une curithérapie. Le rétrécissement du pénis est possible, mais c'est plus rare. En cas de problème urinaire, la vessie se trouve dans le même champ que les radiations. Elle peut donc être irritée et provoquer des problèmes tels qu'une augmentation de la fréquence, des difficultés à uriner, du sang dans les urines. Avec la curithérapie, les symptômes urinaires sont fréquents, environ 7 jours après l'implantation. Augmentation de l'urgence, de la nixurie, c'est-à-dire de la miction pendant la nuit, et de la dysurie avec une douleur lors de la miction. Ces symptômes peuvent persister pendant plusieurs mois et disparaître progressivement. 5 à 10 % des hommes auront besoin d'un cathétérisme en raison d'une obstruction. En ce qui concerne l'intestin, la prostate et le rectum étant proches, il peut y avoir des effets secondaires sur l'intestin tels que des diarrhées ou l'inflammation du rectum ou de l'anus. D'autres changements courants liés à la radiation peuvent être des irritations cutanées, des brûlures et, dans le cas d'une curithérapie, des douleurs à l'endroit traité. La TPA ou hormonothérapie réduit la testostérone, qui est le carburant du cancer de la prostate. La testostérone est très impliquée dans la fonction sexuelle et peut avoir un impact sur de nombreux domaines. L'apparition est généralement progressive. La libido est diminuée chez la plupart des hommes. La dysfonction érectile survient généralement de manière progressive et est plus marquée lorsque le taux de testostérone diminue. L'orgasme peut être diminué en intensité. L'éjaculation peut être réduite en volume et le raccourcissement du pénis est très fréquent avec l'hormonothérapie. Certains hommes signalent également un rétrécissement des testicules. Des hommes ont indiqué qu'après l'arrêt de la TPA, l'anatomie revient à son état normal. Pour les problèmes urinaires et intestinaux, il n'y a généralement pas d'inquiétude à avoir dans ces domaines. Cependant, il existe de nombreux autres changements courants, tels que la prise de poids, le gonflement des seins, la fatigue et les bouffées de chaleur. Si vous êtes sous TPA ou si vous envisagez une hormonothérapie, nous vous recommandons vivement d'assister à notre session d'éducation sur la thérapie de privation androgénique, au cours de laquelle nous passerons environ 1 heure à examiner tous les effets secondaires possibles et la manière de les gérer. N'hésitez pas à communiquer avec notre coordinatrice du programme si vous souhaitez y assister. L'idée est que si vous avez une bonne fonction érectile avant le traitement, vous avez plus de chances d'avoir une bonne fonction après le traitement. L'âge est aussi un facteur important, car la dysfonction érectile est un processus normal du vieillissement. Les hommes plus jeunes peuvent avoir un impact légèrement moindre ou se rétablir plus rapidement. Il est important de tenir compte de vos problèmes médicaux préexistants et du type de traitement anticancéreux que vous avez reçu. N'oubliez pas que, quels que soient les facteurs en jeu, c'est votre corps qui a le dernier mot sur la façon dont il se rétablit. En attendant, il est important d'être proactif pour soutenir votre rétablissement. Il est important de savoir qu'en dépit de nombreux défis et obstacles à surmonter, il est possible d'avoir une bonne vie sexuelle après le traitement du cancer de la prostate. Pour de nombreux couples, il s'agit d'une habitude sexuelle. Il n'y a rien de mal à avoir des habitudes. C'est quelque chose de familier qui conduit à une expérience agréable. Le cancer de la prostate ou de la vessie entraîne un changement dans la façon de faire l'amour. Nous aimons penser que c'est une occasion de redessiner votre vie sexuelle. Pensez à de nouvelles façons d'avoir des relations sexuelles auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant parce que vous aviez des habitudes. Alors, comment allez-vous faire pour gérer cela? Examinons quelques approches pour gérer les conséquences sexuelles du traitement du cancer de la prostate. Vous pouvez travailler avec moi et notre médecin spécialiste en médecine sexuelle, le Dr. Ryan Flanagan, en prenant un rendez-vous individuel. Si vous avez un ou une partenaire, nous l'encourageons à y assister également. Je parlerai plus en détail de la communication, de l'adaptation ou des thérapies impliquées dans l'amélioration de la fonction érectile dans les prochaines diapositives. La communication est le moyen le plus important d'améliorer votre relation sexuelle. En maintenant un dialogue ouvert, vous
pouvez vous assurer que chacun d'entre vous est satisfait de sa relation sexuelle et qu'il est sur la même longueur d'onde. Vous pourriez donc demander pourquoi devrions-nous en parler davantage? Eh bien, c'est le meilleur moyen d'améliorer votre satisfaction sexuelle après avoir eu un traitement. Le fait de partager vos pensées et vos sentiments peut vous aider à gérer les changements. Nous aimons dire que le cancer de la prostate ou de la vessie est une maladie de couple, car le cancer ou son traitement peut affecter le partenaire tout autant que la personne atteinte. C'est pourquoi il est important de demander à votre partenaire comment il se sent. Nous pensons souvent que nous connaissons tellement bien quelqu'un que nous pouvons lire dans ses pensées, mais ce n'est pas vrai, et la recherche a prouvé ceci. Il est important de ne pas présumer des sentiments de votre partenaire. Alors, comment pouvons-nous mieux communiquer? Eh bien, pensez à ce qui est important pour vous et votre partenaire. Discutez de vos pensées, soyez attentif aux réponses de votre partenaire et reconnaissez ses sentiments. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour en parler à voix haute, vous pouvez écrire une lettre ou prendre des notes. Vous pouvez toujours consulter un conseiller ou un sexologue formé pour ouvrir la conversation et faciliter le dialogue. Voici le diagramme de l'intimité que nous avons vu plus tôt dans la présentation pour vous rappeler qu'il y a de nombreuses façons d'entrer en contact avec votre partenaire. Il peut sembler naturel de mettre l'accent sur le type d'intimité sexuelle, surtout si les érections ne fonctionnent pas après le traitement. Il est pourtant important de considérer toutes les dimensions de l'intimité. Il existe de nombreuses façons d'apprécier la proximité avec votre partenaire. De nombreux couples nous ont confié que les différentes dimensions de leur intimité s'étaient améliorées au fur et à mesure de leur expérience du cancer. La plupart de ces renseignements sont axés sur les relations avec partenaires. Être sexuellement actif et se sentir attirant est tout aussi important si vous êtes célibataire. Les mêmes traitements et ressources sont disponibles pour les hommes célibataires, qu'ils souhaitent pouvoir se masturber, avoir des relations sexuelles ou entamer une nouvelle relation. Toutes ces informations sont valables et nous encourageons vivement les hommes célibataires à venir à notre clinique. Si vous commencez une nouvelle relation, nous savons qu'il peut être difficile de partager votre expérience du cancer. Ce qui est important, c'est d'être honnête et de garder les choses simples. Le cancer de la prostate peut entraîner des changements dans votre vie sexuelle qui nécessitent une adaptation. Ce processus peut être complexe et justifie la nécessité d'appliquer les principes d'acceptation, de flexibilité, de patience et de persévérance. L'acceptation consiste à comprendre les conséquences sexuelles du traitement. Pourquoi sont-elles survenues, mais surtout comment vous y faites face. Il peut également s'agir de faire le deuil d'une perte, d'aller de l'avant en adoptant de nouvelles façons d'être sexuel et de redéfinir sa propre vision de la sexualité. La flexibilité consiste à avoir l'esprit ouvert, à être capable de réfléchir à ses croyances, à ses valeurs et à ses comportements, et à faire les ajustements nécessaires. La patience et la persévérance sont également importantes, car il faut beaucoup de temps à votre corps pour guérir et pour maîtriser de nouvelles façons d'être sexuel. Le processus d'adaptation sexuelle peut inclure la réadaptation sexuelle et pénienne, ou ce que nous appelons l'optimisation. L'optimisation sexuelle commence par une prise de conscience du risque de difficultés sexuelles suite à toute perturbation de l'état de santé. Lorsque vous commencez l'optimisation sexuelle, vous pouvez vous concentrer sur acquérir des connaissances sur la sexualité et la manière de faire face aux difficultés, communiquer avec un partenaire, gérer les sentiments d'inadéquation sexuelle et de masculinité, comprendre comment les mythes sociétaux affectent votre sexualité, ajuster vos valeurs et vos croyances pour améliorer votre sexualité et découvrir de nouvelles façons de soutenir votre santé et vos objectifs en matière de sexualité. L'optimisation du pénis se concentre sur la santé du tissu érectile. L'idée est que si l'on peut continuer à stimuler le muscle avec ou sans partenaire, la fonction érectile peut être améliorée par la suite. Vous souvenez-vous de la discussion sur les érections nocturnes, la façon naturelle dont le pénis s'entraîne? Si vous ne disposez pas de cet entraînement naturel, vous devrez peut-être le faire vous-même pour garder votre pénis en bonne santé. Le tissu peut devenir fibreux au fil du temps s'il n'est pas utilisé. Tout comme n'importe quel muscle du corps, si nous ne l'utilisons pas, notre corps peut se déconditionner. C'est la même chose avec le pénis. Il faut qu'il soit en forme pour rester en bonne santé. Il existe différentes façons de s'engager dans l'optimisation du pénis. Il existe des massages péniens, des médicaments oraux, des injections et des thérapies sous vide. Votre traitement et votre rétablissement détermineront le moment où vous pourrez commencer ces interventions. Parlez à votre médecin pour savoir quand il est sécuritaire de le faire.
Nous recommandons d'optimiser le pénis au moins 2 à 3 fois par semaine et de continuer à le faire jusqu'à ce que les érections spontanées reviennent. Rappelez-vous que cela peut prendre du temps. En cas d'intervention chirurgicale, par exemple, il peut s'écouler plusieurs années avant que les nerfs caverneux guérissent. Parlons de certains traitements contre la dysfonction érectile. Les thérapies orales ou pilules inhibent l'enzyme appelée phosphodiesterase 5 ou PDE5 en abrégé. Cette enzyme est présente dans les cellules qui tapissent le tissu musculaire lisse du pénis. Lorsque nous inhibons l'enzyme, le muscle lisse se détend davantage et permet au sang d'entrer dans le pénis pour former une érection. La première chose que les hommes essaient généralement est la thérapie orale, car elle est considérée comme l'une des thérapies les plus faciles et les moins invasives. Toutes ces pilules agissent de manière similaire, car elles appartiennent à la même famille de médicaments. Cependant, certains hommes réagissent mieux à l'une ou à l'autre, ou vous pouvez avoir des effets secondaires avec l'une et pas l'autre. Il est donc utile de les essayer toutes à différents moments pour voir laquelle est la plus efficace pour vous. Il faut savoir que si vous utilisez un spray nitré, si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, ou si vous avez une tension artérielle basse, les inhibiteurs de la PDE5 peuvent ne pas vous convenir. Consultez toujours un médecin avant de prendre ces médicaments. Il faut également tenir compte de la fonction nerveuse et du niveau de testostérone. Si vos nerfs sont encore en cours de cicatrisation ou si ils ont été étirés, les pilules peuvent ne pas être efficaces. Si vous suivez une thérapie de privation androgénique, les inhibiteurs de la PDE5 risquent de ne pas être efficaces, car ils dépendent de la testostérone pour agir. Cela étant dit, nous avons eu des hommes sous TPA ou dont aucun nerf n'avait été préservé lors de l'opération, qui ont tout de même réagi aux pilules. Il n'y a donc pas de mal à les essayer. Certains inhibiteurs de la PDE5 sont à courte action, d'autres à longue action. Ceux à courte action sont le Viagra, le Levitra et le Staxin. Ils restent dans le corps jusqu'à 8 heures. Le Cialis est le médicament à action longue qui peut rester dans l'organisme jusqu'à 36 heures. Il est vraiment important de savoir que vous devez avoir de bonnes pensées sexuelles et de la stimulation après avoir pris les pilules. Il ne suffit pas de prendre une pilule et de lire le journal en attendant que quelque chose se passe. Les effets secondaires potentiels à connaître sont les suivants: indigestion, rougeur du visage, congestion nasale, maux de tête, vision floue avec le Viagra, crampes musculaires avec le Cialis et modification de l'audition avec le Cialis. Le Viagra et le Levitra sont très affectés par les aliments gras et l'alcool. Prenez-les donc à jeun ou attendez au moins 2 heures après avoir terminé un repas. Vous pouvez demander des échantillons à votre urologue ou à votre médecin de famille, car les pilules peuvent être assez chères. Certaines prestations complémentaires peuvent offrir une couverture partielle. La prochaine étape est MUSE. MUSE signifie Medicated Urethral System for Erections, système urétral médicamenté pour les érections. Il s'agit d'une minuscule pastille ou d'un suppositoire de la taille d'une graine de riz qui est administré dans l'urètre, c'est-à-dire dans la zone où passerait un cathéter, à l'aide d'un applicateur. Cela semble inconfortable, mais il est en fait très bien toléré et il permet d'obtenir une érection de bonne qualité en l'espace de 10 à 15 minutes. MUSE n'est pas couramment utilisée au Canada car elle coûte cher, environ 40 à 70 $ par dose, ou plus s'il n'est pas couvert par une assurance. Et cela ne fonctionne que dans environ 40% des hommes. De plus, MUSE ne peut ne pas convenir à tous les patients. Par exemple, si vous avez des fuites urinaires, le médicament ne sera pas absorbé correctement. Un effet secondaire à connaître est que le médicament peut provoquer une irritation de l'urètre et du vagin ou du rectum de votre partenaire si vous avez des rapports sexuels avec pénétration. Les injections péniennes constituent donc le traitement le plus efficace de la dysfonction érectile, efficace à 90% et l'un des traitements les plus abordables. Les injections péniennes ne dépendent pas de la fonction nerveuse ou de la testostérone pour être efficaces. Il s'agit d'une réponse locale qui consiste à injecter une petite quantité de médicaments d'un côté du pénis, ce qui entraîne le relâchement du muscle lisse du pénis, provoquant l'afflux de sang et la formation d'une érection. L'érection se développe en 5 à 20 minutes et dure de 30 à 60 minutes. Beaucoup d'hommes hésitent à essayer des injections dans le pénis car ils craignent que ce soit douloureux ou de nombreuses personnes n'aiment pas les aiguilles. Je précise qu'il s'agit d'une très petite aiguille et que la plupart des hommes ne la sentent même pas. La partie la plus difficile de l'injection est l'aspect psychologique et le fait d'être à l'aise avec la technique.
Dans notre clinique, nous donnons des cours individuels. Nous discutons de l'action des médicaments, des effets secondaires possibles et de la manière de les gérer, de la manière de préparer les médicaments, des différentes techniques de maintien, de la manière d'injecter et du dosage des médicaments. Les risques possibles comprennent le priapisme, qui est une érection prolongée, ou la cicatrisation du tissu pénien. Le risque est très faible dans les deux cas. La pompe à vide ou dispositif de constriction à vide. Vous avez peut-être vu certains de ces produits dans des boutiques érotiques pour adultes ou en ligne. Nous recommandons l'utilisation d'une pompe à vide de qualité médicale pour éviter tout dommage au tissu érectile et pour garantir son efficacité. Il est efficace de 80 à 90 % lorsqu'elle est utilisée correctement. Si vous achetez une pompe à vide, nous vous recommandons de l'utiliser quotidiennement pendant 14 jours. Cela vous permettra de maîtriser l'utilisation de l'appareil et de reconditionner le tissu pénien. La pompe à vide peut être utilisée à deux fins. Elle peut être utilisée pour l'optimisation du pénis, qui est l'exercice du pénis. Et vous pouvez l'utiliser pour des activités sexuelles, qu'il s'agisse d'autostimulation ou avec un partenaire. Vous pouvez également utiliser la pompe à vide avec des inhibiteurs de la PDE5, MUSE ou des injections péniennes. Voici comment cela fonctionne. La pression négative générée par l'appareil attire le sang des veines et des artères dans le pénis pour créer l'érection. Une fois que vous retirez le dispositif, l'érection s'estompe. Si vous voulez maintenir l'érection, vous devez utiliser une bande de tension. Vous ne pouvez pas porter la bande de tension que pendant 30 minutes à la fois. Il est recommandé de ne pas se retourner et de ne pas s'endormir avec ce produit. Quelques conseils. Vous devez avoir une bonne étanchéité, ce qui peut être réalisé en utilisant un lubrifiant à base d'eau et en coupant les poils pubiens. Il y a quelques considérations à prendre en compte lors de l'utilisation de la pompe à vide. L'érection peut sembler de couleur bleu foncé et elle peut être un peu froide au toucher lorsqu'elle est formée. Ce phénomène est dû à l'aspiration du sang dans les veines, ce qui ne se produit normalement pas lors d'une érection naturelle. Cela n'est pas nocif, mais peut être pénible si on n'est pas informé. Vous pouvez utiliser le lubrifiant et réchauffer l'érection dans vos mains avant le rapport si cela vous gêne. Lorsque vous utilisez la pompe à vide et la bande de tension pour des activités sexuelles, que ce soit pour l'autostimulation ou avec un partenaire, vous pouvez remarquer un effet de charnière. Ceci est dû au fait que le sang ne se maintient qu'à la base du pénis. Elle ne s'enfonce pas dans le pelvis comme le ferait une érection naturelle. C'est pourquoi je recommande d'utiliser la main pour guider le pénis dans le vagin, l'anus ou la bouche ou le jouet avant toute activité. Vous devrez peut-être expérimenter différentes positions avec votre partenaire. Enfin, l'implant pénien. Il s'agit d'une procédure permanente. Ainsi, une fois l'implant posé, vous ne pouvez pas décider de revenir aux pilules, aux injections ou à la pompe à vide. L'avantage de l'implant pénien est qu'il suffit de 10 secondes pour former une érection rigide à 100 %. 90 % des hommes se déclarent satisfaits de leur implant pénien. Il s'agit d'une intervention chirurgicale d'1 heure à 1 heure et demie, qui est prise en charge par le système de santé canadien et qui est donc entièrement gratuite. Il existe différents modèles d'implants. La photo ci-contre est un implant en 3 parties. Il y a une pompe dans le sac scrotal, un réservoir de liquide dans le pelvis et 2 cylindres qui remplacent les corps érectiles dans le pénis. Une fois guéri, votre médecin vous montrera comment faire fonctionner l'appareil. Les médecins attendent généralement environ 2 ans après le traitement avant de parler d'un implant afin de s'assurer que vous avez atteint la meilleure récupération possible pour des érections naturelles. Une chose à considérer, il ne prolonge pas la longueur du pénis du tout. Si vous étirez le pénis à l'état flaccide, loin de votre corps, vous obtiendrez à peu près la taille qu'il aura en utilisant l'implant. Alors, comment commencez-vous? N'oubliez pas qu'il n'y a pas de solution miracle. Cela prend du temps et de la pratique. Vous pouvez commencer par parler à votre partenaire. Cela pourrait vous aider à faire face au changement. Discutez des moyens d'améliorer l'intimité sans pénétration. Il existe de nombreuses façons. Communiquez avec votre partenaire sur ce que vous aimeriez voir dans votre relation sexuelle et sur ce qui vous fait du bien à vous les deux. Demander un rendez-vous avec notre clinique de santé sexuelle et notre conseiller est une option. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous donneront les moyens d'agir dans le cadre du processus d'adaptation sexuelle. Et pour compléter les informations que vous avez reçues aujourd'hui, si vous allez sur notre site Web, vous trouverez des vidéos qui fournissent des informations supplémentaires sur ces points. Nous sommes conscients qu'il peut être difficile de parler du cancer. Même en assistant à une session d'éducation comme celle-ci, vous êtes exposé à un grand nombre d'informations
et cela peut créer de l'anxiété ou de l'incertitude. Ces sensations sont normales. Notre conseiller peut vous aider à gérer certaines de ces émotions. Alors, n'hésitez pas à demander un rendez-vous si nécessaire. Si vous souhaitez réserver des sessions d'éducation ou des rendez-vous en clinique, veuillez contacter notre coordinatrice du programme. Ses coordonnées figurent sur cette diapositive. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo aujourd'hui.